Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Eliane Reyes. Bonjour Eliane. Bonjour Frédéric. Alors je résume votre parcours. Natif de la ville de Verviers dont vous êtes citoyenne d'honneur, vous donnez votre premier récital à l'âge de 5 ans. Vous étudiez ensuite au Conservatoire royal de Bruxelles, puis à la chapelle musicale Reine-Elisabeth auprès de Jean-Claude Van den Eyden, à la Haute École des Arts de Berlin, au Mozarteum de Salzbourg avec Hans Leigraf, au Lemens Institut à Louvain auprès d'Alan Weiss, ainsi qu'au Conservatoire de Paris sous l'égide de Michel Berhoff, Brigitte Engerer et Jacques Rouvier. Musicienne prodige, vous bénéficiez des soutiens des fondations Reinhold Blüthner, Spes, Sir George Solti et Vocatio. Le grand public vous découvre lors d'une mémorable apparition à l'école des fans de Jacques Martin avec une interprétation fulgurante d'une valse de Chopin. Vous êtes lauréate en 1988 de la fondation Chifra. Martha Argerich aime raconter qu'à l'âge de 14 ans, vous êtes venue sonner à sa porte. C'est enthousiaste qu'elle vous reçoit et vous écoute. Depuis, vous vous produisez sous la direction de grands chefs tels que Rudolf Parchai, Lionel Bringuier, Sergiu Comissiona, René de Fossé, Jean-Jacques Kantorov, Tibor Varga, André van der Noot ou Rodolphe Huberten. Vous produisez entre autres au Concertgebouw d'Amsterdam, au Concerthaus de Berlin, au Megaron d'Athènes, à la Cité de la Musique, à Paris et bien sûr à Beaux-Arts. Vos partenaires de scène s'appellent Philippe Bernold, Lise Berthaud, Franck Bralet, Marc Copé, Henri de Marquette, Jody DeVos, Augustin Dumay, Ivry Gitlis, Philippe Graffin, Gary Hoffman, Jean-Marc Louisada, Misha Maïski, Anne Kefelec, Marc Sabat, Raphaël Sévère, José Van Damme, les quatuors Danel, Élysée, Voce, Parcani et encore bien d'autres. En 2018, la République française vous fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Membre de nombreux jurys du concours à travers le monde, vous êtes conseillère artistique du Festival Classissimo de Bruxelles et désormais co-directrice artistique du Festival Musicorum. Vous êtes professeur au Conservatoire royal de Bruxelles et au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Je vous propose de débuter notre entretien avec Sunny Morning Waltz du compositeur Dirk Bosse.
Sunny Morning Vals de Dirk Brosset. Eliane Reyes était au piano. Il s'agit d'une parution du label Etc. Alors, dites-nous, Eliane, venez-vous d'une famille de musiciens? Oui, absolument. Donc ma mère est professeure de piano pour les enfants. Donc j'ai été son premier cobaye parce qu'elle m'a eu à 20 ans. Mhm. Donc elle a développé sa méthode avec moi et l'a conservée jusqu'à aujourd'hui, basée un peu sur Suzuki, mais aussi la méthode russe et voilà, basée sur l'oreille. Voilà. Donc j'ai appris très tard le solfège, genre vers 8 9 ans. Jusque-là, je faisais tout d'oreille. Elle me montrait, puis je reproduisais. Et mon père est violoniste mexicain, donc oui, absolument, famille de Mexicains, de Alors, dites-moi, musiciens. comment avez-vous vécu votre enfance d'enfant prodige? C'est pas toujours un parcours facile, je pense. Non, c'est vrai que c'était pas facile. J'ai pas eu vraiment d'enfance. Moi, ce dont je me souviens, c'était les jeux avec mon frère David, qui est maintenant compositeur de musique de film. Mais heureusement que j'ai eu un petit frère. J'aurais été enfant unique, je crois que ça aurait été très très dur socialement, puisque j'allais pas beaucoup à l'école, tous les temps libres ou au moment des cours de bricolage ou quoi, je l'ai passé au piano, j'avais des dérogations. Donc assez solitaire, vraiment, Assez effectivement, solitaire. assez solitaire. Mais bon, après, je me suis rattrapée et puis bon, maintenant à l'âge adulte, ça va, tout ça est derrière et je me dis que heureusement qu'elle m'a donné ce bagage avec ce grand répertoire qui me sert encore aujourd'hui. Alors, comme le raconte souvent Martha, vous l'avez rencontrée très très jeune. Comment s'est déroulée cette rencontre avec elle? En fait, je venais d'avoir mon premier prix de piano. Là, c'était 2 jours après mes 14 ans au Conservatoire de Bruxelles. J'avais eu le premier prix de piano et de musique de chambre avec une violoniste qui s'appelle Alexia Borenstein. Et on sort du conservatoire et puis on va prendre un café. Comme elle me dit, tiens, tu sais que Martha Argerich vient de s'installer là, dans la rue, à gauche, près de l'avenue Louise. Je dis, ah bon? Et je dis, mais si on y allait? Elle fait, on ne sait pas si elle sera là, on ne sait pas. On se dit, du coup, toutes les deux, on y va. Et je sonne, et effectivement, la fenêtre s'ouvre et puis il y a un chat qui s'échappe et j'entends crier Ginger ici. Une tête qui sort de la fenêtre et c'était Martha. Puis elle me voit, évidemment petite, en plus je suis petite de taille, donc 14 ans. Elle me dit, c'est pourquoi? Je dis, je veux jouer pour vous. Donc elle a été très amusée, elle venait de se réveiller, il était 4 heures de l'après-midi, je m'en souviens. Et donc elle a ouvert la porte, elle avait un grand sourire et puis elle me demandait ce que je jouais. J'ai dit: «Je joue de Ravel» et puis, elle m'a fait asseoir, dans le salon. Elle a été chercher les tiempos, qui étaient les voisins à côté, la famille, puis, et puis je suis restée dormir là-bas jusqu'au lendemain. J'ai joué d'autres choses et Vraiment? puis oui, oui, absolument, parce que j'habitais à Verviers moi, donc en plus, donc on a tellement parlé, j'ai joué d'autres choses, je sais qu'à l'époque, j'avais le deuxième scherzo de Chopin, puis, Déjà à cette époque-là. oui, 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 oui. Ouais, ouais, oui. Et donc puis on avait fait quelques petits quatre mains, puis après elle a appelé Alan Weiss qui est venu, qui sera d'ailleurs plus tard mon Professeur à professeur et l'Institut puis Leibniz. voilà, donc ça s'est vraiment déroulé, d'une manière imprévisible et c'était un souvenir, très émouvant. C'est un souvenir très émouvant. Et ça ne vous a pas stressé quand elle vous a proposé de jouer devant? Non, parce que justement, j'avais pas eu le temps de me préparer, en fait. Comme c'était tellement impromptu, c'était la spontanéité qui primait. Je dis: «Ah bon, je sortais mon concours avait lieu à midi, je pense, enfin c'était le matin, on avait les résultats, donc le programme était frais dans les droits. Je m'attendais pas à la rencontrer, donc j'ai pas pu stresser. Ça s'est fait comme ça, je suis arrivée, puis voilà. C'est après, rétrospectivement, je me suis dit: «Oh mais quand même, Oui. le stress est venu des jours après». Mais bon, ce culot a payé. Bah oui, et puis la chance qu'elle était là, puis voilà. Alors, je vous propose de poursuivre en vous écoutant d'une âme fervente de Paul Paré.
d'une âme fervente de Paul Paré. Eliane Reyes, notre invitée, était au piano. Alors Eliane, vous êtes professeure au Conservatoire de Paris et au Conservatoire royal de Bruxelles. Quel message principal cherchez-vous à transmettre à vos étudiants? Alors, ce que je fais, voilà, j'essaie de développer chez mes étudiants, c'est leur particularité, leur personnalité. Donc, il n'y a jamais de compétition dans la classe, jamais, voilà, et j'essaie de jamais donner les mêmes morceaux. Puis surtout de voir, de puiser en eux ce qu'ils ont de différent et de particulier pour les amener à développer leur répertoire ou leur spécificité. Donc j'en ai orienté vers, il y en a qui sont devenus, Gian Ponte, maintenant il fait partie de l'ensemble Fractal qui est assez connu, musique contemporaine tout à fait. J'ai une autre, Anaïs Cassier qui commence à faire une très belle carrière, qui est maintenant en Suède et qui poursuit là-bas. Je pense que elle, c'est une future candidate au concours Anne-Elisabeth. J'en ai d'autres qui se destinent. Catherine Fortom, elle est professeure d'accompagnement, elle est accompagnatrice au Conservatoire d'Avignon. Donc voilà, chacun, j'essaye de voir dans leur parcours, voilà, ça c'est plutôt ton domaine, ça c'est plutôt ton domaine. Et j'ai un autre élève sicilien qui était venu, Salvatore Sclafani, qui était venu pour 1 mois en Erasmus il y a 7 ans, qui est jamais reparti, qui est devenu mon assistant maintenant et qui est spécialisé des musiques latino. Voilà. Donc j'ai des profils complètement différents parce que je pense que ça c'est ma force et c'est ce que j'aime transmettre dans l'enseignement, c'est de trouver ce qui va faire qu'ils seront épanouis dans la vie professionnelle, parce que c'est très difficile de trouver encore des places et de trouver à faire son chemin dans la musique actuellement, encore plus avec le Covid et plus. Donc voilà, il faut vraiment qu'ils aient une identité et je veille à ça. Et quelle place accordez-vous à la technique? La technique, j'espère qu'ils l'ont fait avant de venir dans ma classe, parce que ça c'est... bien sûr, je donne des conseils techniques et tout ça, mais je ne suis pas à proprement parler une pédagogue qui va former ou qui va donner... Non, ça, il y en a d'autres qui font ça mieux que moi. Moi, je pense que je donne vraiment... aussi, il y a tout l'aspect sur scène que je peux leur apporter. Bien évidemment, les interprétations, la musicalité, on parle de tout ça, mais aussi comment gérer le stress sur scène, puisque ça fait aussi partie de la vie. Moi, j'apporte plutôt ce genre de... Moi, je suis ce genre de profil de prof, donc leur dire comment il faut gérer le stress qu'il y a comme technique pour pallier à ça, comment on peut gérer l'aplomb sur scène, les codes, enfin un petit peu tout ça, les concours, ce qui se passe dans la vie artistique, puisque je suis en plein dedans, et de retrouver leur spécificité. Pour la technique pure, ça, il y en a d'autres qui le font mieux. Vous êtes victime de stress avant de monter sur scène? J'ai été, mais plus maintenant, depuis l'hypnose. Ça a été... Depuis l'hypnose? Ah ouais, ça, je jure par l'hypnose, ça a été révélateur. Je sais plus ce que c'est de stresser maintenant. Et alors, pendant tout un temps, vous avez dû arrêter de vous produire sur scène à cause du Covid. Oui. Est-ce que ça a été difficile pour vous de retourner sur scène? Je connais beaucoup d'artistes qui ont eu beaucoup de difficultés, à cause notamment de ce stress, de remonter sur scène. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez connu également? Non, parce qu'en fait, comme j'étais heureusement en retard dans l'enregistrement de disques, j'ai fait 6 disques pendant 1 an et demi. Donc là, il y en a 3 qui sortent cette année. Il y en aura encore 3 qui vont sortir en 2022. Tout est bouclé. Donc j'étais tout le temps en studio ou tout le temps en train d'apprendre du répertoire et de faire quand même des petits rodages dans des salons un peu officieux, on va dire de 15-20 personnes. Donc j'ai eu la chance, grâce à ça, de ne pas arrêter et je ne sens pas de différence. Mais effectivement, je peux imaginer qu'après 1 an et demi d'arrêt total pour certains, c'est terrible. C'est terrible. Alors, ce qui impressionne dans votre parcours professionnel, c'est sa variété notamment. Mm-hmm. Alors, vous initiez des projets très divers. On pense notamment aux valses poétiques avec Patrick Poivre d'Arvor. Oui. On pense également à La raison des sortilèges musicaux avec Michel Onfray et Jean-Yves Clément. Mm-hmm. Alors, oui. Comment sont nées ces collaborations ? En fait, Patrick Poivre d'Arvor, je l'ai rencontré tout à fait par hasard à Radio Classique. J'avais une interview là-bas et il était là. Et puis, on s'est adressé la parole, on attendait dans la salle. Et je sais qu'il aime Chopin. Donc, tout de suite, je lui dis, je suis pianiste, Chopin. Et il avait vu l'épisode Jacques Martin que vous aviez cité au départ. Donc, il s'en souvenait. Donc, oui, on a pu... Puis, je lui avais remontré la séquence. Il dit, oui, je me souviens. Puis, il avait dépassé le minutage. Donc, on en a reparlé. Et j'ai dit, ce serait super de faire un projet autour des valses de Chopin, que je jouais là à Jacques Martin, donc c'est parti de Jacques Martin, et il a vu ça aussi comme un signe, il s'est dit, oui, Jacques Martin qu'il admirait beaucoup, qui était son concurrent, mais en même temps, ils s'admiraient l'un l'autre. Il a tout de suite dit oui, on a choisi, moi qui aime la poésie, on a choisi des poèmes, et on a fait ce concert lecture qui marche assez bien, effectivement, et nous sommes devenus très amis, vraiment, sincèrement, là on a encore mangé avec Roberto Benzi la semaine passée, et Patrick, et vraiment c'est quelqu'un que je peux appeler toujours, sur qui je peux compter. Quant à Michel Onfray,
je suis tombée encore par hasard. Il y a beaucoup de choses qui se font comme ça. On dit qu'il n'y a pas de hasard. Mais dans une librairie, je vois La raison des sortilèges, donc le titre du livre de Michel Onfray et Jean-Yves Clément, comme je connais bien Jean-Yves. Je l'appelle, je dis: ah, mais il y a tellement de références musicales dans votre livre. Est-ce que vous avez mis le livre en musique? Et puis il me dit: non, on n'y a jamais pensé. Je dis: ben voilà, faisons-le. Donc je me sers des extraits, du point de vue philosophique de Michel sur Debussy ou Chopin, qu'il aime ou qu'il n'aime pas d'ailleurs. Il y a des choses très étonnantes. Debussy n'aime pas. Bon voilà, donc donc j'essaye de le convaincre. Parfois ça marche, parfois, ou lui d'échanger. Pourquoi? C'est intéressant. De toute façon, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Et dans le concert, c'est ça qui est intéressant, c'est d'exprimer les points de vue, comment lui voit à travers les philosophes ou à travers son regard tel et tel compositeur. Et puis alors je joue les œuvres et Jean-Yves fait modérateur entre les deux. Voilà. Alors je propose que nous revenions à la musique avec ce nouveau récital. Sylvia Wang est au violon et je vous propose d'écouter le premier mouvement très modéré de la sonate en sol majeur de Guillaume Lequeux. Donc Sylvia Wang est au violon et Eliane Reyes, notre invitée, au piano.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Le premier mouvement très modéré de la sonate en sol majeur de Guillaume Lequeux. Sylvia Wang était au violon, Eliane Reyes au piano. Il s'agit d'une nouvelle publication du label Fuga Libera. Alors dites-nous, Eliane, comment a débuté votre collaboration avec Sylvia? Avec Sylvia, mais j'assistais au concours Anne-Elisabeth où elle était en demi-finale, justement ce soir-là. Et je suis allée la trouver après parce que son concerto de Mozart m'avait vraiment émue, bouleversée. Et je me suis dit, il faut vraiment que je la félicite parce que j'avais vraiment les larmes aux yeux en l'écoutant. Je suis allée la trouver et je ne m'attendais pas à ce qu'elle me connaisse, donc c'était vraiment sympa. On a tout de suite eu une sorte de coup de foudre amical. Et le soir même, mon agent Marc Mazzi à Madrid m'appelle. Il me dit est-ce que tu as repéré des gens qui sont bien au concours Anne-Elisabeth? Parce que l'ambassade à Madrid belge voudrait faire un concert dans une semaine. Dans 2 semaines avec quelqu'un. Je dis je suis justement en train de parler avec Sylvia Wang, donc je peux lui proposer. Donc là aussi un peu au culot, je dis à Sylvia, est-ce que tu serais d'accord de faire un concert dans 2 semaines à Madrid? Elle a dit oui, et notre collaboration après ça a tellement bien marché qu'on a continué, et on tient vraiment à former un duo fixe et développer ça parce que c'est quand même irremplaçable. Jouer avec plein de musiciens, c'est super parce que c'est l'ouverture, mais avoir un vrai duo où on peut aller en profondeur dans le travail, dans la complicité musicale et amicale, ça c'est irremplaçable. Donc on se voit. C'est très réussi. Oh, merci, c'est gentil, mais C'est en tout cas on travaille là-dessus, et on a déjà un autre projet de disque aussi pour l'année prochaine. Et alors, vous avez une place particulière au sein du concours puisque vous accompagnez notamment les candidats. C'est un travail qui est très intense, j'imagine, et qui demande une adaptation permanente. Oui, effectivement. J'ai fait ça 3 années 3 années pour les violonistes uniquement. Mais c'est une adaptation permanente, c'est un répertoire à avoir. Je me souviens, j'avais noté 49 pièces à avoir tout le mois de mai dans les doigts, parce qu'on ne sait jamais ce que le jury va choisir, donc on doit se tenir prêt à pouvoir accompagner. Eux, ils ont un programme à travailler qui est énorme, mais nous, on a 49 pour tout le monde, donc on ne se rend pas compte de la responsabilité en dessous, même si c'est eux qu'on juge. Mais il y a aussi tellement de violonistes qui disent « Ah, mais je ne suis pas passé à cause du pianiste qui m'a mis dedans », donc c'est un gros stress, hein. Donc voilà, je l'ai fait 3 fois, et puis après, quand j'ai eu le poste de professeur de piano, je n'ai plus voulu me mettre. Je me suis dit, bon, si j'ai des étudiants qui me voient là, je sais plus. C'était une expérience très très enrichissante. C'est toujours gai de soutenir les jeunes et les accompagner, mais effectivement, et alors il faut faire que ça à temps plein et pour maintenir tout ce répertoire dans les doigts. Alors, ce qui est aussi très impressionnant chez vous, c'est ce secret qui vous permet d'aborder des répertoires extrêmement différents. On a passé Paré, on a passé une œuvre de Dirk Brosset, mais il y a également Tansman, Bakri, Lequeux, Chevreuil, Arnold, Martinou, Pau, Sancan. Comment est-ce que vous faites pour aborder des répertoires si variés et si nombreux? Je pense que ça, il n'y a pas de secret. Si j'avais pas appris le piano à 2 ans et demi, j'aurais pas eu le bagage. J'avais déjà 10 ans presque d'avance sur la moyenne, on va dire, d'un pianiste qui commencerait à l'académie à 7-8 ans, puis qui passe par le solfège et tout. Donc ma mère m'a fait... En plus, elle était très très exigeante. Donc c'était chaque semaine 2-3 œuvres nouvelles par cœur qu'il fallait avoir. Donc c'est pour ça que quand je suis arrivée à 14 ans chez Martha, que j'avais les Jeux de Ravel, Scherzo de Chopin, 2e concerto de Chopin, Liszt, tout ça, pour moi c'était naturel, mais c'était depuis l'âge de 2 ans et demi. Donc ça me donne aujourd'hui encore une capacité d'apprendre très très vite et d'avoir aussi un répertoire on va dire un fond de tiroir de répertoire. Mais c'est aussi une capacité de s'intéresser à des œuvres très différentes et quelquefois peu connues. Voilà, mais ça j'aime beaucoup en fait. Je me dis je me vois pas jouer les 32 sonates de Beethoven, c'est pas pour moi ça. Il y en a qui le font beaucoup mieux et puis c'est déjà tellement fait. Donc je m'intéresse, je parle aussi avec des musicologues. Nicolas Bakri m'avait bien aiguillé pour Godard par exemple ou Tansman, c'est lui qui m'avait donné l'idée. Mais j'ai d'autres amis musicologues, Bernard Fournier, ou bien il y avait Harry Albrecht. Enfin toutes ces personnes-là, en parlant avec eux, ils me donnent des noms. Moi je vais écouter, je me dis ah mais ça c'est génial. Mais ça, il faudrait. Paul Paré, c'est en rencontrant son petit-fils. Alexandre Torsman, c'est en rencontrant ses filles. Chaque fois, en rencontrant les descendants, puis ils me font écouter, je me dis, mais oui, mais c'est pour moi. Et voilà, donc je suis très curieuse de nature et j'adore travailler. Alors, vous avez évoqué Dirk Brosset, vous avez évoqué Nicolas Bakri. Quelle place occupe la création d'œuvres dans votre activité ?
Ça occupe une place parce que je trouve qu'on a une mission de jouer des compositeurs de notre époque. Quand on voit Rostropovitch qui commandait un concerto à Prokofiev, voilà, pourquoi est-ce que nous, on arrêterait de le faire? Ce qui paraît contemporain à notre époque, dans 200 ans, le sera beaucoup moins. Donc, je trouve que c'est normal d'encourager la création et d'être en contact avec le compositeur. En plus, pouvoir travailler avec le compositeur à fond sur une œuvre, on est au cœur de l'œuvre. Et ça aide à relativiser. Parfois, on se dit, ah, mais là, je stresse, j'ai fait une fausse note, le compositeur, il a rien entendu parce que pour lui, c'est un renversement comme ça, mais il dit, ah, mais c'est pas grave, c'est le même accord, c'est la même harmonie. Et nous, parfois, on focalise en tant qu'interprète, on a eu tellement le culte de la lourde texte ou du texte, attention, la note, que ça a brimé aussi. Le fait de retrouver l'essentiel avec les compositeurs, de travailler avec eux, de voir que eux, c'est le geste, c'est finalement le message musical qui passe, ça remet aussi les choses en place et ça permet de relativiser pour nos interprétations futures et de garder ce contact avec le Est-ce que la vous musique. autorisez des suggestions pianistiques, par exemple, des Oui, compositeurs? oui, absolument. Que ce soit avec Dirk, qu'il a parfois rajouté une petite mesure dans son tango là, parmi les valses, ou avec oui bien sûr, ou comme j'ai des petites mains là avec Vladimir Kosman, il est en train de m'écrire un arrangement de l'As des As, mais il a mis des dixièmes et donc je lui ai montré, j'ai dit oui mais moi je fais à peine la neuvième, donc il doit réarranger pour que ça puisse marcher en fonction de ma main aussi, donc oui, bien sûr, c'est un échange. Quand c'est fondé et que j'explique pourquoi il faudrait ce changement ou pourquoi j'aimerais, bien sûr, ça se fait. Alors, je vous propose de revenir à votre projet et nous allons écouter Rêve d'enfant d'Eugène Ysaÿe. Donc, Sylvia Wang est au violon, Eliane Reyes au piano.
Rêve d'enfant d'Eugène Isaïe, Sylvia Wang était au violon et Eliane Reyes au piano. Alors Eliane, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire écouter? J'ai pensé au concerto de Berlin de Vladimir Cosma, joué par Ivry Gitlis. Alors qu'est-ce qu'il évoque ce morceau pour vous? Pourquoi vous l'avez choisi? Oh, pour plusieurs raisons. Ça m'a toujours fait pleurer dans La Septième Cible, dans le film. Voilà, c'est tellement émouvant. Le son d'Ivry vraiment reste dans les mémoires, dans le cœur. C'est une personnalité pour tous ceux qui avons eu la chance de le rencontrer, de le côtoyer. Tout ce qu'il a pu donner à la musique, sa générosité et sa particularité, ce vibrato, c'est inoubliable et c'est un cadeau pour la vie, vraiment. Donc je pense très très souvent à lui, bien sûr, il m'inspire encore aujourd'hui. Et Vladimir Cosma est vraiment quelqu'un que j'adore et avec qui nous sommes très proches et qui a vraiment révolutionné un peu la musique de film, qui en a donné ses lettres de noblesse et qui a ouvert la voie à plein de jeunes créateurs actuels. La musique de film a une place, et même dans certains conservatoires, à Mons ou à l'IMEP, ils ont ouvert une classe. Mon frère était professeur, justement, donc il a fait ce métier. Et je trouve qu'on doit du respect aussi aux compositeurs de musique de film qui ont été longtemps mis dans l'ombre. Donc vous ne faites pas de hiérarchie entre compositeurs de musique mineure, compositeurs de musique majeure, non, c'est vraiment... Pour moi, la bonne musique, c'est la bonne musique. Alors nous allons écouter donc ce concerto de Berlin composé par Vladimir Cosma avec Ivry Gitlis comme soliste.
C'était donc le concerto de Berlin composé par Vladimir Cosma pour le film La Septième Cible. Ivry Guitlis était au violon. Il s'agissait du choix de notre invité, Eliane Reyes. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Eliane, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à Carlos Amaggioa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.